voit bien qu'il y a aujourd'hui, sur ce dossier-là, il y a un point qui est quand même compliqué, c'est que les objectifs, vous parlez tout à l'heure, les objectifs de guerre de Netanyahou et de Trump, il faut rappeler quand même que Israël et les États-Unis ont longtemps eu sur le dossier iranien une divergence de fond sur l'objectif final. C'est-à-dire que les États-Unis ont la position qui était structurelle depuis Barack Obama, c'était d'empêcher le régime iranien d'obtenir l'arme nucléaire. Et la doctrine israélienne était plutôt de faire tomber le régime. On voit bien que depuis que Trump est arrivé, et notamment depuis début mars, les États-Unis sont plutôt rapprochés de la position israélienne. Ensuite, après, maintenant, la question, c'est comment faire tomber le régime. Nous, on avait publié un rapport en mentionnant quelques conditions cumulatives pour pouvoir faire tomber ce régime-là. Nous, c'est le millénaire. Hein, le millénaire, exactement. Oui, parce que c'est pas que moi, effectivement, qui réfléchis sur toutes ces questions. Louis XIV disait nous aussi. Hein, voyez, donc, Non, et donc, en fait, sans rentrer trop dans le détail, mais la condition qui est la condition majeure, c'est quand vous regardez au jeu la cartographie des mobilisations qui a eu lieu en Iran depuis janvier, c'est qu'il faut aujourd'hui que les centres de contrôle et du régime que vous avez mentionné dans certaines localisations puissent être touchés par l'armée israélienne et par les États-Unis, parce qu'autrement, sans cela, il sera impossible pour le régime de vaciller, puisque le régime a quand même un solide ancrage territorial. Alors, d'un soi-disant front antifasciste ne tient pas une seule seconde. Voilà. Et le pire, c'est que les électeurs socialistes sont beaucoup plus lucides que leurs élites, leurs responsables politiques, sur cette question-là. Il y avait un dernier sondage de Doxa pour le Figaro il y a 2 semaines qui disait que 61% des sympathisants socialistes ne voulaient pas d'accord PS LFI. Et pourtant, comme vous l'avez très justement rappelé, dès le lendemain du premier tour des municipales, les élus socialistes, la plupart du temps, lorsqu'ils se sentent menacés, partent à la gamelle, y compris pour faire barrage à des candidats du centre ou de la droite. Donc ça interroge aussi aujourd'hui sur ce qui est en train de devenir les responsables socialistes, qui sont en train tout simplement de se diluer de manière pure et simple dans l'offre politique proposée par Jean-Luc Mélenchon. Sébastien Boussois, je pense qu'ils vivent clairement dans un monde complètement parallèle, parce qu'à la fois ils nous ont résistent et en même temps on peut pas on se demande s'il n'y a pas eu, des accords peut-être en sous-marin entre Sébastien Delogu et Benoît Payan. Probablement sur des arrondissements à Marseille, puisque le scrutin est comme à Paris, il est différent des autres villes. Donc on peut se poser la question si, comme Sébastien Delogu maintient des candidats à la France Insoumise dans certains arrondissements de Marseille, eh bien qu'il y a des accords qui se jouent non pas du coup au niveau de la ville de Marseille, mais au niveau de l'arrondissement. Exactement. Ouais. Ensuite, après, la pression, me semble-t-il, arrive vraiment sur Vassal. Parce qu'en fait, son leitmotiv politique, c'était de dire non aux extrêmes à Marseille. Elle se retrouve avec Alizio d'un côté et Benoît Payan qui va bénéficier des voix de la France Insoumise. Maintenant, elle est obligée de faire un choix. Est-ce qu'elle qui dit je suis contre les extrêmes, il faut qu'elle choisisse quel extrême elle veut battre en premier. Est-ce que c'est Alizio, le Rassemblement national, ou est-ce que c'est Benoît Payan soutenu implicitement par la France Insoumise? Maintenant, je pense que la question... Sans élus de la France Insoumise. Sans élus de la France Insoumise, oui, mais avec la dynamique des électeurs de la France Insoumise et peut-être des accords au niveau local, au niveau d'arrondissement. Donc c'est ça aujourd'hui, la question est très importante sur Martine Vassal. Est-ce qu'elle se retire ou pas? Si elle se retirait, ça voudrait dire qu'elle enverrait le signal que le RN est peut-être moins détestable que l'alliance de la gauche, la fameuse alliance de la gauche. Tout à l'heure, on disait qu'il y avait eu un narratif qui consistait de montrer à quel point le RN, que le RN... Ça, c'est une information qui, évidemment, va avoir des conséquences. Oui, ça va avoir des conséquences. Et la conséquence la plus vraisemblable, c'est que ça ouvre un chemin de victoire qui se concrétise pour Rachida Dati. Parce que pour 2 raisons. La première, c'est qu'on est sur une élection municipale à 2 tours. Et on voit notamment les dernières élections municipales et même les dernières élections tout court à 2 tours. On voit bien que la dynamique de premier tour peut être largement différente de celle du second tour. Je prends un exemple très simple. Les législatives de 2024, on avait une dynamique très forte pour le Rassemblement national au premier tour. Et au deuxième tour, on a une dynamique plutôt en faveur du nouveau Front populaire. Donc ça démontre bien que lorsqu'il y a un résultat qui peut choquer une partie de l'électorat, alors cet électorat peut répondre au deuxième tour de manière différente. Et donc là, il y a eu un choc au niveau de l'électorat, notamment de droite à Paris, avec un score très haut de Emmanuel Grégoire à 37%, plus haut que les intentions de vote. Et donc, l'électorat de droite peut se dire il faut battre la gauche au second tour. Et puis la deuxième raison qui explique pourquoi ça offre un chemin de victoire à Madame Dati, c'est que Reconquête, historiquement quand même, depuis qu'Éric Zemmour a fondé ce parti, est un des partis pour lesquels
les électeurs ont le plus fort taux de report de voix au second tour pour une autre liste, que ce soit pour le Rassemblement national, on s'en souvient, lors de l'élection présidentielle de 2022, les électeurs de Reconquête ont voté à 90% pour Marine Le Pen au second tour, et que ce soit aussi aux élections législatives où il y avait eu un fort report de voix pour des candidats RN, mais comme LR, parce que l'ADN du parti Reconquête, c'est l'union des droites. Et donc, c'est de faire gagner les idées de droite. Sarah Knafo considère évidemment que Rachida Dati a le programme le plus proche d'elle par rapport à la gauche. Donc, ça peut créer une dynamique au second tour. Et donc, pour une fois, après 25 ans de socialisme, il est possible, il pourrait être historique, que la droite puisse remporter Paris. Et Emmanuel Grégoire pourrait regretter d'une certaine manière de ne pas s'être allié à Madame Chikirou. Alors on essaie de vous retrouver l'image, mais effectivement, il y avait eu en début de mois ce sondage Opinionway pour CNews Europe 1 et le Journal du Dimanche. C'est exactement ce que vous disiez, Mathieu Hoc, cette triangulaire. Ce qu'il oublie de dire, c'est qu'en 2015, c'est l'élection qui prend toujours en référence, parce que M. Estrosi est un bébé du Front républicain, le Front républicain des élections régionales de 2015, c'est que la gauche s'était désistée en sa faveur. Là, en l'occurrence, la gauche se maintient, l'équation n'est plus du tout la même, et d'ailleurs, c'était même ce que lui avait proposé. Il avait même proposé un accord qui était une catastrophe sur le plan électoral, dans le Sud, avec la liste de gauche se retire pour lui qui est candidat Horizon et Centre, et Martine Vassal se retirait pour Benoît Payan en contrepartie à Marseille. On voit bien qu'il perd un peu les pédales et que, en l'occurrence, sa stratégie électorale n'a plus de guide en fait, de direction en fait, plus de colonne vertébrale. Il est complètement en déshérence. On continue dans Midi News et dans un instant nous irons à Roubaix également. Cette liste soit suspendue. Pour lui. Alors. Mais en fait, il n'a pas de pouvoir en fait, au Parti Socialiste, Olivier Faure. Mais ça, on le sait déjà. Quand on regardait, quand il a été élu au Congrès du Parti Socialiste, il a été élu ric-rac, si je peux m'exprimer ainsi, dans la mesure où il est passé à 51-52%. Donc aujourd'hui, c'est un président de parti, un chef de parti, qui n'a pas d'assises sur ses troupes. En fait. C'est un général sans armée. Exactement. Vous dites ça, Bruno Retailleau a été élu à 75%. Il n'est quand même pas très bien écouté non plus, notamment par les députés. Mais c'est d'autant pire du coup pour Olivier Faure aujourd'hui, c'est ça. Parce que là, il démissionne. Il tient des. C'est ça la responsabilité qui devrait tenir. Justement. Elles sont où les convictions et les valeurs, justement? Mais il n'en a pas, justement, depuis le début. Mais surtout, il a changé même en 48 heures. Hier et aujourd'hui, il a changé de ligne. Et où il va encore plus loin, c'est que là, on vient